Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à ce mercredi du 24 avril. Aujourd'hui, nous allons parler de réhabiliter un dossier de crédit suite à une faillite. Mais juste avant, laissez-moi d'abord remercier tous les participants. Nous sommes étonnés de notre succès sur Internet, en fait sur YouTube. Nous avons franchi le cap des 30 000 abonnés. Donc, on a de plus en plus de gens qui nous suivent sur YouTube. On a presque atteint le 200 000 vues et aussi, on vous inviterait à liker nos vidéos. Donc, en ce moment, il y en a qui l'écoutent avec nous en temps réel et d'autres qui vont l'écouter sur YouTube en différé. Alors, on vous invite à liker la vidéo, à inscrire un commentaire. Tout ça, c'est bon pour les algorithmes. Alors, s'il vous plaît, laissez-nous un commentaire dans la chaîne YouTube. Et pour ceux qui désirent s'abonner, pour être là en live lorsque nous donnons la présentation, eh bien, tout simplement, allez sur notre site web afpf.ca. Abonnez-vous à notre infolette. Vous allez recevoir le lien pour vous connecter et suivre nos formations du mercredi. Alors, ces formations sont entièrement gratuites. Si vous êtes membre d'un ordre professionnel, eh bien, sachez que ces formations du mercredi n'octroient pas d'UFC. Donc, ça, pour ça, il faut payer, il faut aller sur notre plateforme et suivre nos formations. Donc, sachez qu'à Prime Abord, on est une entreprise de formation au niveau de la prévention de la fraude et du crédit et qu'on vous invite à suivre des formations qui sont rémunérées, en fait, qui sont payables, qui sont avec des frais sur notre plateforme. C'est des formations qui sont abordables, mais qui sont en lien avec la fraude, la fraude documentaire, le blanchiment d'argent et la fraude immobilière. Alors, on vous invite à vous inscrire sur notre plateforme. Maintenant, on va entrer dans le vif du sujet. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, eh bien, qui est l'Académie de formation et de prévention de la fraude? Eh bien, nous avons été créés en juillet 2020. C'est moi-même, Sylvain Paquette et Claudia Aubry, qui est spécialiste en cyberinvestigation, qui avons créé l'Académie pour répondre à un besoin criant dans l'industrie de formation diversifiée en matière de fraude. Et notre mission, eh bien, c'est d'outiller les professionnels à faire face au phénomène de la fraude. Il y a une célèbre citation du général Sun Tzu. C'est un général chinois qui a vécu au Moyen Âge et qui a écrit le livre L'art de la guerre, et dans lequel une citation très populaire dit: Si tu ne connais ni ton ennemi, si tu ne connais ni ton adversaire, ni toi-même, eh bien, à chaque bataille, tu seras vaincu. Donc, si vous ne connaissez pas comment les fraudeurs vont venir à vous, eh bien, à chaque fois, vous allez vous faire prendre dans les mailles de leur filet. Alors, ça fait partie de notre travail de vous donner ces outils-là pour vous préserver contre la fraude. Eh bien, à titre de cofondateur pour l'Académie de formation et de prévention de la fraude, eh bien, je suis spécialiste en gestion et prévention de la criminalité financière. Je suis également vice-président pour la section du Québec de l'Institut canadien du crédit, qui est une association professionnelle de directeurs de crédit qui existe depuis 1928 au Canada. Je suis également auteur du livre La face cachée des bureaux de crédit. Je suis parrain de plusieurs regroupements d'associations de victimes, également porte-parole et consultant dans les médias d'information, formateur reconnu par diverses associations professionnelles. Je suis également organisateur du colloque sur la fraude qui a lieu à Montréal à chaque année et je suis membre de diverses associations en matière de sécurité ou de prévention de la fraude, notamment l'ACFE, l'ACFCS, ACIS et le Centre canadien francophone d'analyse géostratégique. Vous pouvez nous suivre également sur les ondes de CKVL à l'émission Histoire de fraude qui joue à tous les semaines, donc tous les mercredis de 10h à 11h et en rediffusion le vendredi également de 10h à 11h et le samedi soir de 18h30 à 19h30. Vous pouvez aller directement sur le site de ckvl.fm et écouter toutes les autres émissions qui ont joué auparavant.
Alors, l'objectif des mercredis, eh bien, c'est de donner les outils aux professionnels afin de parfaire leurs connaissances en matière de dossier de crédit. Il y a beaucoup d'entreprises qui prétendent être experts en correction de crédit, mais qui font ça un petit peu tout croche parce qu'il y a vraiment une disposition de la loi qui existe sur la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé qui donne la bonne façon de faire, mais malheureusement, très peu de gens l'utilisent. En fait, les seuls qui peuvent appliquer cette loi-là et s'en servir, c'est soit le consommateur lui-même ou un avocat. Et là, il y a des gens qui essaient de s'émincer entre les deux et d'offrir des services qui ne sont pas correctement réglementés et qui ne respectent pas non plus les règles de l'Office de la protection du consommateur. Donc, notre but, c'est de vous apporter les outils pour que vous puissiez en mesure de le faire par vous-même. Donc, aujourd'hui, on va voir réhabiliter un dossier de crédit suite à une faillite. Alors, avis de non-responsabilité, cette formation elle n'est destinée que pour des fins éducatives seulement. Elle ne constitue en rien un avis juridique. Le présentateur n'est pas avocat ni syndic autorisé en insolvabilité. Toute utilisation non autorisée du contenu de cette formation est proscrite et peut entraîner des poursuites judiciaires. La FPF et ses partenaires se dégagent de toute responsabilité quant à l'information que vous aurez apprise dans cette formation et l'usage que vous en ferez. Alors, Alors aujourd'hui, ce qu'on va voir, donc, la définition, les différents types de faillites, les dettes incluses et excluses, la responsabilité du consommateur, les conditions de réhabilitation, les procédures de rectification, les périodes de conservation de données, les interventions supplémentaires, impact sur le pointage et la conclusion. Donc, au niveau des définitions, donc, qu'est-ce qu'une faillite? Eh bien, c'est un processus qui vous permet de vous libérer de la majorité de vos dettes par la remise de certains de vos biens. Autrement dit, la faillite vous permet d'effacer vos dettes et de mettre fin à votre situation d'endettement en quelques mois. Pour y arriver, vous devez toutefois payer certains montants d'argent et abandonner certains de vos biens pour rembourser vos créanciers. Vous devez aussi respecter toutes les étapes du processus de faillite. Lorsque vous prenez vous-même la décision de faire faillite, il s'agit d'une faillite volontaire. Et lorsque c'est les créanciers qui vous y obligent, eh bien, c'est une faillite forcée. Cette dernière situation est toutefois assez rare. Alors, cette définition nous vient du site Éducalois. Donc, le syndic de faillite est celui qui va administrer le dossier de faillite. Donc, c'est lui qui est c'est le professionnel qui est désigné par le bureau de surintendant des faillites pour en fait appliquer la loi sur la faillite et l'insolvabilité. Donc, c'est lui qui va s'occuper des personnes et entreprises pour le service de faillite. Alors, les conditions pour faire une faillite personnelle, eh bien, ces conditions-là datent d'aussi loin que 1968. Ça n'a pas été mis à jour depuis, mais la première directive, c'est d'avoir une dette d'au moins 1000 dollars. Bon, en 1968, 1000 dollars, c'est beaucoup d'argent. Aujourd'hui, c'est tout autre chose. Résider ou posséder des biens au Canada, bien important. Ne pas déjà être en situation de faillite. Donc, il faut avoir été libéré d'une faillite précédente avant d'en déposer un autre et se trouver dans une des situations suivantes. Donc, être dans l'impossibilité pour une raison ou une autre de payer ses dettes à la date prévue, a cessé de payer ses dettes ou ses factures courantes, soit d'électricité, télécommunications, soldes sur les cartes de crédit, ou la valeur de l'ensemble de tous les biens qu'elle possède, donc les actifs, est inférieure à la valeur de l'ensemble de ses dettes, son passif. Donc, cette source nous vient du bureau du surintendant des faillites. Donc, ce sont les conditions nécessaires. Maintenant, on va voir les différents types de faillites qui existent, parce qu'il y en a plusieurs. D'abord, il y a ce qu'on appelle la faillite technique. Donc, la faillite technique, c'est lorsque le ratio d'endettement dépasse 45. On l'a vu dans une présentation des mercredis précédentes. On a parlé de la théorie de Babylone, sur laquelle est basé le principe du ratio d'endettement. Et lorsqu'on dépasse 45 eh bien, à ce moment-là, on n'est plus capable de rembourser nos dettes à l'échéance nos obligations à l'échéance
de leur terme. Donc, à ce moment-là, lorsqu'on se retrouve dans cette situation-là, on est dans une faillite technique, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore été voir un syndic, mais on est dans une situation d'insolvabilité. Donc, on n'est pas en capacité. On prend un paiement pour faire un paiement sur une autre carte et tout ce qu'on fait, c'est pelleter en avant comme ça. Il y a des gens qui peuvent perdurer pendant des années comme ça, des situations d'insolvabilité, d'être en faillite technique. Et au moment où ils vont passer à ce qu'on appelle une faillite effective, c'est qu'ils vont signer chez un syndic. Maintenant, chez un syndic, il y a plusieurs types de faillites on peut y retrouver. D'abord, ce qu'on appelle la faillite sommaire. Dans une faillite sommaire, eh bien, il n'y a pas de vente sous contrôle de justice, il n'y a pas d'annonce dans les journaux non plus, et il n'y a pas d'huissier qui va aller chez vous pour prendre l'inventaire de vos biens. Donc, qu'est-ce qui fait que c'est une faillite sommaire, ce qu'on appelle, nous, dans le milieu, une faillite de papier? Eh bien, c'est lorsqu'il y a moins de 15 000 d'actifs réalisables. Donc, si le syndic prend l'inventaire de tout ce que vous possédez, et dans ça, il y a des biens qui sont exclus, comme par exemple 7 000 pour les biens immeubles. Et ça, c'est toujours au prix de liquidation, là, hein. Vous pouvez avoir une valeur en meubles que vous avez payé peut-être 20 000 mais après 3, 4 ans, 5 ans, ça vaut plus ça, hein. Au prix de liquidation, si on vend sans garantie légale, eh bien, ça ne vaut pas cette somme-là. Donc, si on prend tous vos biens, on vend ça pour liquidation et le montant total obtenu serait inférieur à 15 000, eh bien, à ce moment-là, vous entrez automatiquement dans une faillite sommaire. Donc, il n'y a pas d'huissier qui va chez vous, pas d'annonce dans les journaux. C'est la façon de faire faillite qui est la moins douloureuse. Ensuite vient la faillite ordinaire. Faillite ordinaire, c'est lorsqu'il y a plus de 15 000 d'actifs réalisables. Par exemple, 50 000 d'équité dans une propriété, des biens de luxe, un second immeuble, de l'équité dans une maison mobile, dans une voiture. Donc, dès qu'on a plus de 15 000 d'actifs réalisables, eh bien, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, le syndic va envoyer quelqu'un, généralement un huissier, prendre l'inventaire des biens et il va mettre une annonce dans les journaux, dans la section avis légaux, que vous allez voir. Là, si vous ouvrez le journal aujourd'hui, vous allez en voir, ça va être marqué Prenez avis que les biens de tel débiteur seront vendus telle date et dans ces biens, notamment une Mercedes, un spa, euh, des biens de luxe, des toiles de renom, des pièces de collection et ainsi de suite. Et là, qu'est-ce qui va se produire? C'est que le débiteur est nommé gardien des biens jusqu'à ce que la vente ait lieu. Et lors de la journée d'encan, les gens vont se présenter sur place, à la maison. Ils vont biter et acheter les biens et le fruit qui va en rester va être saupoudré à la masse des créanciers. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la faillite ordinaire. Donc, c'est un principe de faillite qui est plus honteux. C'est celui qui a le plus marqué les gens qui ont passé par ce processus-là. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la faillite fiscale. La faillite fiscale, il y a deux conditions pour y adhérer. D'abord, il faut y avoir plus de 200 000 de dette avec les agences du revenu et il faut que 75 de la dette totale soit des dettes fiscales. Donc, si, un exemple, la personne a 225 000 de dette en tout, donc 200 000 de dette fiscale et 25 000 pour une carte de crédit, eh bien, à ce moment-là, on atteint le seuil du 75 et là, à ce moment-là, ça devient une faillite fiscale. Qu'est-ce qui peut se produire lorsque c'est une faillite fiscale? Eh bien, les agences du revenu vont s'opposer à la libération du débiteur et vont demander que le débiteur puisse être libéré, par exemple, 5 ans plus tard et moyennant un dépôt de sécurité ou des conditions particulières. Donc, ça, c'est généralement ce type de faillite-là. Ça va être par exemple, envers des personnes qui avaient des entreprises qui ont malheureusement qui ont mal géré leur compte de taxes ou qui ont fait, par exemple, de la fraude ou des factures de complaisance, dans des stratagèmes dans lesquels il y a eu du questionnement sur l'intégrité là, des factures qui a été échangée avec des tiers. Donc, tout ça peut faire partie là, de l'objet
d'une faillite fiscale. Vient ensuite ce qu'on appelle la faillite commerciale. Donc, c'est la faillite d'une personne morale. Et dans le cas d'une personne morale, cette dernière n'est pas libérée de sa faillite comme pour une personne physique. Donc, une personne physique, généralement, après 9 mois ou 21 mois, va être libérée et va pouvoir recommencer une nouvelle vie. Alors que la personne morale, elle, lorsqu'elle fait faillite, eh bien, elle l'est de façon perpétuelle, donc elle ne peut être libérée. Maintenant, les durées d'une procédure d'insolvabilité, eh bien, dans le cas d'une faillite, on parle de 9 mois. Eh bien, ça, pour que ça soit 9 mois, le débiteur ne doit pas excéder un certain montant de revenus excédentaires tel que prescrit sur l'annexe A du Bureau du surintendant des faillites. Donc, ça, c'est une grille qui détermine les revenus maximum qu'une personne peut gagner. Ce après quoi, il va devoir verser un 50 des revenus excédentaires à l'actif. Donc, dans ce cas-là, eh bien, la faillite peut être prolongée jusqu'à 21 mois. Donc, en général, pour quelqu'un qui se classe avec les revenus tels que prescrits dans l'annexe A du bureau de surintendant, eh bien, la faillite va durer 9 mois, va coûter environ 200 par mois, et après 9 mois, la personne va être libérée automatiquement. Dans le cas de revenus excédentaires, eh bien, la faillite va être prolongée jusqu'à 21 mois. Donc, le client va faire des paiements sur 21 mois et ensuite va être libéré. Donc, le 6 ans sur lequel ça va rester sur le dossier de crédit Equifax, c'est à partir du moment de la libération. Donc, si ça a été 21 mois pour être libéré, eh bien, c'est 6 ans qu'il faut ajouter. Dans le cas du dossier de crédit TransUnion, on va parler d'un an de plus, donc 7 ans. Les propositions de consommateurs, 5 ans, donc après le remboursement intégral. Les faillites subséquentes, on parle de 14 ans. Donc, première faillite, ça va rester 6 ans. Deuxième, troisième, quatrième faillite, ça va rester 14 ans à partir de la date de libération. Et si dans le dernier 14 ans, il y a eu une autre faillite, ça va faire réapparaître la première sur le dossier de crédit. Le concordat, lui, va rester 5 ans sur le dossier de crédit et les propositions échouées. Donc, ça, c'est lorsque le client va être en défaut avec son syndic et ne paiera pas ce dernier. Eh bien, la proposition va rester sur le dossier de crédit pendant une période de 6 ans, mais ça va faire aussi renaître les dettes sur le dossier de crédit. Donc, la prescription va s'annuler, va reprendre cours à partir du moment où la proposition est en défaut. Les dettes incluses et excluses d'une faillite, eh bien, d'abord, on va avoir tout ce qui est solde de cartes de crédit. Automatiquement, ça rentre dans une faillite. Les marges de crédit également, les prêts personnels, les dettes relatives à l'impôt sur le revenu. Mais attention, si l'Agence du revenu a enregistré une hypothèque légale sur la propriété et que le débiteur garde la propriété, eh bien, cette dette-là devient une créance privilégiée et ne pourra pas être incluse dans la faillite. La seule façon qu'elle peut être incluse, c'est si le client remet les clés de la propriété et que cette dernière passe dans la faillite. Par contre, s'il n'y a pas d'hypothèque légale sur la maison, eh bien, même s'il y a une créance là, qui est due à l'Agence du revenu, ça va quand même passer dans la faillite et ça va s'annuler. Les dettes envers des agences de recouvrement, bien, ça va de soi. Oui, ça passe à 100%. Les dettes d'études, eh bien, c'est à certaines conditions. Les pertes liées à la rétrocession d'un bien. Donc, par exemple, vous remettez une voiture, il y avait des dommages ou du kilométrage excédentaire, eh bien, tout ça, ça rentre dans la faillite. Et les dettes fiscales imputables à la responsabilité ou le cautionnement d'un administrateur. Et ça, là, il y a beaucoup de gens qui se font prendre dans ça. Si, par exemple, la personne, elle avait une entreprise pour laquelle elle avait endossé des dettes, et là, qu'on lui dit, ben laisse mourir l'entreprise, la belle mort, puis fait faillite, et à ce moment-là, bien, qu'est-ce qui va se produire? C'est que au moment où la personne va être libérée, parce que
au moment où elle fait faillite, le syndic, lui, va prendre les actions de la compagnie ne vaut rien, et à l'expiration, au moment où le débiteur va être libéré de sa faillite, bien, le syndic va remettre les actions de la compagnie. Mais la dette continue d'exister. Le débiteur, lui, il n'en est plus responsable parce qu'il inclut sa part dans sa faillite, mais toutefois, la compagnie, elle n'a pas fait faillite, elle est restée en vie. Et là, ça fait perdurer la dette. Et si le débiteur commet un acte d'administrateur et commence à réutiliser la compagnie, eh bien, à ce moment-là, il va redevenir imputable de certaines dettes, notamment fiscales, toutes les dettes qui vont suivre, en fait, sa libération. Donc, bien important, moi, je le dis toujours, lorsqu'il y a une entreprise qui est impliquée là-dedans, on met l'entreprise en faillite. C'est sûr qu'il y a des coûts reliés à ça. On met l'entreprise en faillite en premier et ensuite, il va y avoir un effet de cascade au niveau des responsabilités. Donc, tout ce que le débiteur avait co-signé pour la compagnie, ça va tomber en cascade sur lui. Lui va faire faillite et à ce moment-là, tous les dettes vont s'annuler. Mais malheureusement, il y a des gens qui font pas ça. Ils vont laisser la compagnie en vie, puis ils vont faire une faillite personnelle. Et là, ils gèrent pas bien leurs affaires. Et qu'est-ce qui se produit? Quelques années plus tard, ils sont obligés de faire une deuxième faillite parce que là, la compagnie a eu des cotisations arbitraires qui ont été produites, les montants ont été ajoutés, et là, ça devient tout un cauchemar. Alors, bien important, souvent, là, les gens, pour sauver quelques milliers de dollars, ne mettront pas la compagnie en faillite, mais c'est une grave erreur de faire ça. Maintenant, les dettes qui ne peuvent pas être incluses dans une faillite. Donc, tout ce qui résulte d'une pension alimentaire, ça ne va pas dans une faillite. Tout ce qui découle d'une amende ou d'une pénalité, d'une ordonnance de restituer un bien ou une pénalité semblable imposée par un tribunal. Donc, par exemple, restituer un bien, vous avez acheté une voiture, vous l'avez mis dans un conteneur, vous l'avez envoyé en Europe, le crime organisé vous a donné un beau 10 000 pour l'exercice. Eh bien, sachez que tant ou si longtemps que vous n'allez pas restituer le bien, eh bien, cette dette-là ne sera pas libérable. Donc, bien important, il y a des gens là, qui embarquent dans des stratagèmes de fraude comme ça, qui pour un peu d'argent vont accepter de prêter leur nom à ce genre de fraude et ça a des impacts importants qui découle d'un procès en responsabilité civile pour agression sexuelle ou voie de fait causant des lésions ou causant la mort. Donc, si votre client il a foutu un coup de poing sur la gueule à quelqu'un d'autre, il a été accusé avec ça et il y a un dédommagement à payer, eh bien, pour préjudice subi, eh bien, ça passe pas dans une faillite. Il va devoir quand même le payer qui provient d'une fraude ou d'une fausse déclaration, eh bien ça, c'est exclu de toute faillite, mais c'est au créancier d'en faire la preuve. Lié à l'argent qu'un créancier n'a pu obtenir parce que vous n'avez pas révélé son existence au syndic. Par la loi, vous êtes tenu de déclarer l'ensemble de vos dettes au syndic. Il y a des gens qui ne le font pas toujours, des fois qui vont garder une carte de crédit ou qui vont privilégier un membre de la famille. Ils ne voudront pas l'inclure dedans parce qu'ils vont dire, mais là, tu sais, je vais le payer quand même, c'est mon beau-frère. Eh bien, lorsque vous faites ça, vous enfreignez la loi et vous pouvez être poursuivi pour fraude parce que vous privilégiez un créancier face aux autres et ça, face à la loi sur la faillite et l'insolvabilité, eh bien, c'est une fausse déclaration. Lié au prêt étudiant, si vous avez cessé de fréquenter l'école depuis au moins 7 ans, donc c'est 7 ans à partir de la fin des études et dans les cas exceptionnels, ça peut aller à 5 ans, mais il faut à ce moment-là s'adresser à un juge. Maintenant, la responsabilité du consommateur. Malheureusement, les institutions financières, les gens du marché, les gens de l'industrie vont mettre toujours la faute sur le dos du syndic lorsqu'il s'agit de corriger le dossier de crédit. Et là, je vous le dis, ce n'est pas la responsabilité du syndic et ce n'est pas de sa faute non plus. Malheureusement, tout le monde pointe vers le syndic et ça, c'est erroné. Pourquoi? Parce que le syndic n'est pas un fournisseur de crédit, ce n'est pas un agent rapporteur au dossier de crédit et les syndics de faillite font partie des clients qu'on appelle Do Not Serve
des agences d'évaluation de crédit. Donc, les bureaux de syndic ne peuvent pas avoir accès à Equifax et TransUnion. C'est une vieille chicane de clocher qui date de plus de 30 ans et qui fait en sorte que malheureusement, les syndics n'y ont pas accès. Et de mon avis professionnel, tout syndic devrait avoir accès au dossier de crédit pour, dans la recherche de certaines créances parfois, et, et voir aussi si le client a déclaré toutes ses dettes. Tu sais, un exemple, un client qui, depuis 5 ans, a arrêté de payer toutes ses cartes de crédit, et là, il n'y a plus les comptes, il n'y a plus les relevés, il n'y a plus rien, et là, il faut retracer tout ça. Eh bien, si on aurait accès au dossier de crédit, ça permettrait au syndic de pouvoir aller rechercher les vieux comptes. Mais là, si le client ne se rappelle plus de rien, ah ouais, j'avais une Visa, j'avais une Mastercard, oui, mais Mastercard laquelle? Je m'en souviens pas. Là, c'est cauchemardesque pour le syndic. Donc, malheureusement, les syndics n'ont pas accès au dossier de crédit et je le répète encore, ça ne fait pas partie de leur mandat de corriger les dossiers. C'est pas leur faute. Je sais que les institutions financières, souvent, vont renvoyer les clients là, mais c'est au mauvais endroit. Donc, on va voir c'est quoi que le syndic peut faire. Il est limité dans ça, mais c'est la responsabilité du consommateur, en fait, de s'assurer que son bureau de crédit est à jour. Alors, donc, pourquoi réhabiliter les dossiers de crédit? Eh bien, d'abord, un dossier de crédit, c'est un atout essentiel. Et si on veut acheter un immeuble, si on veut démarrer une entreprise, si on veut obtenir une carte de crédit sans dépôt de sécurité, pour augmenter ses chances d'obtenir certains types d'emplois, pour réduire les primes d'assurance auto et habitation, obtenir des meilleures conditions bancaires et oui, surtout un logement, parce qu'aujourd'hui, avec la crise du logement, si vous n'avez pas de crédit, bonne chance. Pour avoir un téléphone cellulaire, évidemment, ils vont faire une enquête, une vérification au dossier de crédit. Alors, c'est aujourd'hui un dossier de crédit, c'est primordial, c'est d'une importance capitale pour pouvoir bien fonctionner dans notre société. Maintenant, il y a une donnée importante. Le Public Interest Research Group avait publié, en fait, ça fait quand même longtemps, mais c'est toujours d'actualité, que 79 des dossiers de crédit comportaient des erreurs et que dans 25 des cas, ça conduisait à des refus systématiques. Donc ça, là, c'est la statistique en général. Maintenant, dans les dossiers d'insolvabilité, le taux d'erreur passe à 100 et on va voir pourquoi que ça fait ça. Donc, on s'entend que quelqu'un qui a 780, qui devrait avoir 810, les petits pourcentages d'erreur, ça n'aura pas vraiment d'incidence sur son approbation de prêt auto ou prêt hypothécaire. Mais quelqu'un qui a 610 et qui devrait avoir 690, lui, ça va avoir une incidence majeure sur son dossier de crédit. Donc, bien important de connaître ces statistiques-là. Donc, dès qu'il y a eu présence de faillite ou de proposition dans le passé, on a presque 100 de chances de trouver des erreurs dans le dossier de crédit. Donc, une fois l'obtention du certificat de libération de faillite obtenu, les choses qu'il faut faire, c'est d'abord mettre à jour ces deux dossiers de crédit. Donc, il faut s'assurer de la cohérence entre les informations qui sont chez Equifax et TransUnion. Donc, tout ce qui est nominatif, hein, les informations d'emploi, d'adresse, numéro de téléphone, tout ce qui est pour des fins d'identification, mais également tous les comptes qui étaient inclus dans la faillite. Donc, il y a des codes qui vont être dérogatoires au moment où la personne a fait faillite. Par exemple, un compte qui peut être classé R5, un autre qui va être I8, un autre qui va être I4 ou R3. Donc, tous ces comptes-là doivent être ramenés sous la cote 9. Ça, c'est la première chose. La deuxième, la plus importante, pour que le compte soit sorti des algorithmes, eh bien, il faut qu'il y ait la mention inclus dans la faillite. Si c'est inscrit passé aux profits et pertes, eh bien, le pointage va être affecté et ça va empêcher le client de pouvoir se rétablir puisque la créance va être considérée comme si c'était toujours dû. Alors, bien important, il faut qu'il y ait la mention inclus dans la faillite. Ensuite, mettre les soldes des comptes inclus à zéro. Donc, tous les comptes qui étaient inclus dans la faillite,
faut que le solde soit zéro. Sinon, ce qui va se produire, c'est que dans l'algorithme, dans le calcul du pointage, eh bien, ça va être considéré comme du crédit utilisé et ça va affecter davantage le pointage. Donc, la personne pourrait avoir, par exemple, un prêt auto avec Scotia Avantage, une carte de crédit de 4 000 avec Capital One et son pointage va scorer 580, alors qu'il devrait scorer 690. Donc, toutes ces erreurs-là vont avoir une incidence importante sur le dossier de crédit. Maintenant, la source d'inexactitude sur les dossiers de crédit, mais il y a d'abord les consommateurs eux-mêmes, hein, qui omettent de mettre à jour leur information personnelle auprès de leurs créanciers. Je vous donne un exemple. Supposons qu'à l'âge de 18 ans, je suis étudiant, je travaille chez le Escompte Couche-Tard, je vais à l'université. Et là, je m'en vais me commander un téléphone, non, par exemple, une carte Visa TD. Alors, je fais mon application Visa TD, je déclare, je gagne 16 000, je suis étudiant, puis je travaille chez les Panescon de Couche-Tard, puis je gagne 16 000. Donc, j'inscris ça. Sur le ruban, à tous les mois, Visa TD vont inscrire sur mon dossier de crédit que je suis étudiant et travaille chez les Panescon de Couche-Tard avec un revenu de 16 000. Et là, si à travers le temps, je ne mets jamais à jour cette information-là, puis que un an plus tard, je me trouve un emploi chez Bombardier, et là, j'applique pour une voiture, je déclare que je fais, exemple, je finance chez Scotia, et là, je déclare que je gagne 60 000 par année. Bien là, j'ai deux créanciers qui, sur le ruban, tous les mois, rapportent des informations qui sont différentes. Alors là, ça va créer un paquet d'enchaînements d'informations, un chevauchement. Et là, ça va créer un paquet d'erreurs. Donc, imaginez, vous avez un téléphone cellulaire qui rapporte sur le ruban une information, un prêt auto, deux cartes de crédit, puis chacun rapporte des informations différentes. Eh bien, ça crée beaucoup d'erreurs. Ça, c'est la première source. La deuxième, les créanciers qui omettent de mettre à jour les comptes débiteurs conformément aux bonnes pratiques. Donc, souvent, des comptes qui sont conjoints. Donc, on voit, par exemple, le titulaire principal du compte, le compte est mis à jour, mais pas le conjoint. Alors, j'ai vu des prêts comme ça, des prêts de voiture avec Mercedes Crédit, où la personne est rendue à son troisième prêt avec Mercedes Crédit, qu'elle a changé. Alors, sur son dossier de crédit à elle, il y a seulement un prêt qui est actif, les deux autres sont payés, mais sur le crédit de son conjoint, les trois prêts sont toujours actifs. Donc, alors qu'il y en a deux, en fait, qui ont été remboursés. Donc, bien important, toutes ces informations-là, c'est ce qui va créer des erreurs. Ensuite, il y a les bases de données publiques qui ne sont pas à jour, comme le Bureau du surintendant des faillites, les plumitifs civils, le RDPRM, le registre des entreprises et ainsi de suite. Donc, tout ça fait en sorte que il y a des erreurs. Il faut savoir aussi que lorsque les institutions financières vont traiter les dossiers d'insolvabilité, ils vont les transférer à des sous-traitants. Donc, c'est plus traité à l'interne maintenant. Ce sont des compagnies comme Bankruptcy Highway. Là, je vois qu'il y a une erreur à Bankruptcy, désolé, ou FCT Solutions. Et ces entreprises-là vont administrer les dossiers d'insolvabilité durant la période soit de la faillite ou de la proposition. Et là, qu'est-ce qui se produit? C'est que la dernière information qui a été rapportée au dossier de crédit, souvent, elle est erronée et celle-là va se perpétuer sur le dossier de crédit et souvent, bien, c'est jamais remis à jour. Alors, c'est là qu'est le problème dans les dossiers d'insolvabilité, c'est les sous-traitants. Donc, c'est ça qui cause les erreurs. Ensuite, l'utilisateur de la plateforme, donc les membres Equifax, qui, lorsqu'ils vont consulter le dossier de crédit, vont faire des fautes de frappe dans les noms, prénoms et noms de famille. Et là, ça va créer des erreurs. Et il y a aussi la fraude et le vol d'identité, évidemment. Des dossiers frauduleux que la personne peut ignorer, qui sont sur son dossier de crédit et qui vont malheureusement entacher son crédit. Donc, toujours dans les sources d'inexactitude, bien, on va avoir les jugements. Souvent, ces jugements-là sont oubliés, hein. Ça va apparaître sur le dossier de crédit avec la mention dispositif inconnu, avec une date postérieure à la faillite. Mais en fait, c'était inclus dedans. C'était dans la liste des créanciers, dans le formulaire 79, mais personne ne le sait, personne ne s'en est occupé. Alors, le jugement, lui, est vu comme un dérogatoire arrivé après
la libération de faillite et va empêcher le débiteur de pouvoir se réhabiliter. Les agences de recouvrement qui apparaissent après. Alors souvent, le syndic va aviser les créanciers au moment du dépôt de la faillite, mais pas nécessairement les agences de recouvrement. Et là, ce qui va se produire, c'est que les agences de collection apparaissent après la libération et ça empêche le client de pouvoir se rétablir. Les classements de comptes qui sont pas rapportés correctement. Donc, il y avait un compte, par exemple, qui était R5 avec RBC. Et là, le client est envoyé en faillite, il ne corrige pas le dossier de crédit, ça reste R5. Alors, R5, ça veut dire que le client est à plus de 120 jours de retard. Et là, qu'est-ce que ça va faire? C'est que si ça reste sur le dossier de crédit après la libération, la cote R5 va affecter les algorithmes de pointage. Les libérations qui ne sont pas toujours rapportées sur le dossier de crédit. Les commentaires au compte, comme la mention, par exemple, inclus dans la faillite. Alors, des fois, on va voir une proposition, ça va être marqué inclus dans la faillite, ou une faillite, ça va être marqué inclus dans la proposition. Donc, il y a beaucoup d'erreurs qui se produisent comme ça. Et, bien important, les soldes qui doivent apparaître à zéro. Ça, là, c'est les plus oubliés et ça va affecter beaucoup l'algorithme de pointage. Donc, dans la classification des comptes, on le voit ici, les comptes de type ROIMC, eh bien, ce qu'on doit voir uniquement sur le dossier de crédit, eh bien, tous les reprises de possession, ben, on va voir un 8 en principe, et les 9, tous les comptes inclus dans la faillite doivent apparaître 9. Maintenant, les autres comptes qui ont été bien remboursés, qui sont cotés 1, ça c'est parfait. Mais on ne devrait pas voir de 2, 3, 4, 5 et 7. Si on voit des 2, 3, 4, 5, 7, ce sont des erreurs. Alors, les questions qu'il faut se poser lorsque on analyse un dossier de crédit et qu'on parle au consommateur, eh bien, on veut savoir est-ce que la dette a vraiment été incluse dans la faillite? Comment est-ce qu'on peut le savoir? C'est en regardant le formulaire 79 de pardon, de l'avis de faillite. Ensuite, quand la dette a été créée, est-ce que c'est une dette qui a été contractée avant la faillite? Si oui, elle passe automatiquement dedans. Mais si ça a été créé pendant que le client est en faillite, ça ne peut pas être inclus dedans. La dette était libérable en vertu de l'article 178 de la loi sur la faillite et l'insolvabilité. Donc, on va voir est-ce que c'est une dette qui était frauduleuse, est-ce que c'est une pension alimentaire, c'est une poursuite pour des raisons de voie de fait ou ainsi de suite. Donc, bien important, vérifier que la dette, elle est libérable. Est-ce que la personne était co-signataire ou y avait-il un co-signataire sur le prêt? Est-ce une dette résultant d'un cautionnement d'administrateur? Bien important. Et faillite volontaire ou involontaire. Donc, ça, c'est important aussi de le savoir. Donc, c'est-à-dire ici, dans faillite volontaire ou involontaire, le client, en principe, va savoir adresser euh, euh, en fait, c'est les créanciers qui vont s'adresser à la cour pour mettre le client en faillite forcée. Et lorsque les créanciers vont choisir cette option-là, c'est qu'ils sont en gros doute que le débiteur est en train de dilapider ses actifs au détriment des créanciers. Donc, les conditions de réhabilitation maintenant. Donc, on va voir les standards de l'industrie, donc ce que les grandes banques, en principe, vont exiger. On peut voir que c'est la même chose que dans les propositions, donc on va quand même le répéter, mais il y a des petits détails ensuite qui vont changer. Donc, voyons les différents standards de l'industrie en termes de réhabilitation. Donc, avoir 24 mois de libération suite à un compte dérogatoire. Donc, si on a eu des R3, par exemple, eh bien, il faut attendre 2 ans avant d'obtenir du nouveau crédit. Dans le cas d'une faillite, eh bien, il faut laisser le temps aux 2 ans de s'écouler, pardon, après la libération de faillite. Et une proposition, toutefois, le matin que la personne allait libérer, donc elle a remboursé le syndic intégralement, elle peut commencer tout de suite à rétablir son crédit. Toutefois, les prêteurs vont exiger qu'il y ait au moins 2 ans de crédit rétabli. Donc, dans les critères, 2 inscriptions de crédit actives
avec un minimum de 24 mois d'expérience sur le dossier de crédit. Alors ça, là, c'est un minimum et il faut qu'un des deux comptes soit au moins un compte classé R, c'est-à-dire une carte de crédit. Et de ces deux comptes-là, bien, il faut qu'il y ait au moins 3 500 à 5 000 de crédit actif et au moins un compte là, qui est une carte de crédit de 1500. Donc, c'est un minimum requis. C'est ce que les institutions vont considérer pour être du crédit rétabli. Idéalement, une seule faillite antérieure supérieure à 50 000. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de moyens autres. La faillite, là, c'est une situation de dernier recours. Donc, on aurait pu utiliser la proposition, on aurait pu faire le dépôt volontaire ou prendre entente avec l'institution financière. Il y a plein d'autres moyens pour des sommes en bas de 50 000. Donc, c'est très mal vu. Et ironiquement, plus que la faillite est élevée, plus que ça va être facile de rétablir son crédit. Donc, si le débiteur a fait une faillite de 3 millions, vous allez voir que c'est pas trop long que les banques vont lui redonner des cartes de crédit rapidement, hein, parce qu'il y avait le train de vie qui allait avec. Mais quelqu'un qui fait une faillite pour un petit montant, c'est très mal perçu dans l'industrie. Ensuite, aucun compte dérogatoire pendant ou après le remboursement intégral d'une proposition de consommateur. Même chose pour la faillite aussi. À partir du moment qu'on est libéré, aucun compte dérogatoire. Donc, il n'y a pas de place à l'erreur, pas de retard, pas d'agence de collection qui apparaît sur le dossier de crédit, nada, rien. Il faut que ça soit parfait en tout point. Dossier de crédit à jour exact et de fait, pas d'erreur et pas d'alerte. Ça, là, c'est bien important. Pendant longtemps, les concessionnaires automobiles, ils ont induit tous les consommateurs en erreur. Pourquoi? Parce qu'ils disaient, ben, venez acheter une voiture puis vous allez rétablir votre crédit. C'était partiellement vrai. Pourquoi? Parce qu'il y a deux étapes importantes à faire lorsqu'il est le temps de réhabiliter un dossier de crédit. La première chose, c'est qu'il faut corriger toutes les erreurs, donc mettre à jour l'information, et ensuite aller chercher des instruments de réhabilitation qui vont permettre de faire remonter le pointage. Donc, si vous ne faites pas ces deux étapes-là, puis vous faites seulement prescrire une carte de crédit puis un prêt auto, puis vous ne corrigez pas les erreurs, bien, qu'est-ce qui va se produire? C'est que le pointage ne montera pas. Donc, le client va avoir beau avoir deux cartes de crédit, deux prêts auto, son pointage va toujours être en bas de 600. Il ne se réhabilitera pas. Donc, bien important, ça, là, c'est un détail qui a été oublié au fil des ans. Il faut faire ces deux étapes-là. Donc, bien important. Ensuite, pas de fiche de crédit multiple en présence dans les bases de données. Lorsque des personnes ont plusieurs bureaux de crédit, ça arrive notamment avec des gens qui ont des noms composés ou qui ont des fautes de frappe dans leur nom, ils vont avoir plusieurs fois la même fiche de crédit dans les bases de données. Et ça, là, les prêteurs sont très frileux à ça parce qu'ils se disent, mais là, s'il y a plusieurs fiches de crédit, il y a peut-être une autre faillite qui apparaît sur une autre fiche de crédit ou d'autres créanciers d'autres informations qui sont dérogatoires, qui ne me permettraient pas dans ma gestion de risque d'établir mon risque de défaillance envers ce client-là. Donc, pour ces raisons-là, les institutions financières, lorsqu'ils voient des fiches multiples, ils vont suspecter deux choses, soit de la fraude ou un risque vraiment élevé d'informations qui ne sont pas rapportées sur le dossier de crédit. Alors, bien important, on s'assure qu'il n'y a pas de fiche de crédit multiple. Ne pas faire de demande de crédit auprès de l'institution avec qui le débiteur a été en défaut dans le passé. Bien, si vous avez 20 ans, vous avez fait faillite avec la Banque nationale, puis vous faites une demande aujourd'hui, bien, ils vont encore vous dire non. Il y a certaines institutions qui sont ouvertes, qui vont reprêter même après une faillite, mais il y en a d'autres que non. Et par exemple, Banque nationale, c'est une de ceux-là. Donc, si vous les avez inclus dans une procédure de faillite dans le passé, vous risquez d'avoir un nom. Donc, en tant que courtier hypothécaire, si vous avez un client puis vous voulez lui poser la question, tu as déjà fait faillite là, dans ta vie, là, tu as déjà fait une faillite? Ah oui, j'ai fait une faillite en 1985. OK. C'était qui les créanciers qui étaient dedans? Ah, ben c'était la RBC puis la Banque nationale. OK. On ne t'enverra pas là, c'est sûr. Même si elle n'apparaît plus sur le dossier de crédit aujourd'hui, ça va quand même bloquer toute forme d'approbation.
Privilégier l'épargne car cela démontre une volonté et un sens de la responsabilité et de l'engagement. Les, euh, les responsabilités les plus durs, les plus difficiles à prendre, c'est ceux envers soi-même, hein. Lorsqu'une personne est capable d'épargner de l'argent, de la mettre de côté, ça démontre un grand sens de la responsabilité. Et ça, les banquiers aiment ça. Ça n'a pas d'incidence sur le pointage, mais par contre, auprès d'un client qui veut s'acheter une propriété et qui veut financer avec son institution, le fait d'avoir épargné, ça va démontrer une bonne volonté. Maintenant, au niveau des procédures de rectification, donc on a choisi ici là, c'est une belle image là, de- médicale, là, mais oui, c'est un petit peu une chirurgie hein, de rectifier un dossier de crédit. Donc, mise à jour à effectuer sur le dossier de crédit suite à l'émission d'un certificat de libération. Donc, à partir du moment que le client est libéré, la première chose qu'il doit faire, c'est demander que tous les créanciers sur son dossier de crédit soient mis avec un solde à zéro. On parle des créanciers inclus dans la procédure de faillite. Ensuite, que la cote 9 soit indiquée et que la mention inclus dans la faillite apparaisse sur le dossier. Donc, on a un exemple ici tiré d'un bureau de crédit. Donc, on peut voir ici la date du dépôt. Donc, on a une faillite qui a été déposée en 2022. On peut voir ici que c'est une faillite individuelle. Donc, c'est déposé, donc c'est une faillite individuelle, donc c'est le sujet qui l'a déposé lui-même. Donc, c'est une faillite. Ici, le syndic un tel qu'on a mis ici au hasard, le numéro de cause, le montant du passif. Donc, ça, là, c'est les dettes totales de la faillite. La date de libération en 2023. On voit que le tribunal, c'est le bureau du surintendant des faillites. Ici, quand on voit la valeur des actifs, ça nous dit si c'est une faillite sommaire ou une faillite ordinaire. Donc, si c'est moins de 15 000, c'est comme ça qu'on sait que c'est une faillite sommaire. Et si c'est plus de 15 000, c'est comme ça qu'on sait que c'est une faillite ordinaire. Ici, maintenant, si on regarde euh, l'information commerciale rapportée sur le dossier de crédit, donc, si on voit Mastercard, Banque de Montréal, on, pardon, on sait que notre client a été libéré en 2023. Donc, si on poursuit ici, bien, première chose qu'on voit, c'est marqué que le compte est rapporté comme mauvaise créance irrécupérable. Il n'y a pas la mention inclus dans la faillite. Alors, qu'est-ce qui se produit? C'est que ce compte-là, il est réputé comme être encore dû. Donc, il continue de courir sur le dossier de crédit. Et on peut voir ici la date rapportée, juste un petit peu plus haut ici, donc 2022. Donc, on peut voir que ça continue à se rapporter de façon aléatoire sur le dossier de crédit. Et donc, ici, bien important, il y a des erreurs qui doivent être corrigées. Donc, il y a la mention inclue dans la faillite qui n'apparaît pas. Il y a un solde qui apparaît, en fait, où ce que la personne a été libérée de sa faillite. Mais ici, le solde devrait être à zéro. Et on voit la cote 9, ça c'est correct, c'est rapporté en août 2022 et la personne a été libérée en 2023. Donc, si vous remarquez, septembre, octobre, novembre, décembre, l'information a cessé d'être rapportée. Et là, c'est là qu'on sait que ça a été transféré dans les bureaux, dans les mains de Bankruptcy Highway ou FCT Solutions. Donc, montant en retard, toujours 4 917. Donc, ici, là, on a trois erreurs à corriger. D'abord, la mention inclus dans la faillite, le solde qui doit être mis à zéro et le montant du retard qui doit également être mis à zéro. Si on regarde maintenant le compte Desjardins, eh bien, dans le compte Desjardins, c'est la même chose. Le compte doit être rapporté avec la mention inclus dans la faillite. Le solde est correct, est à zéro. Et on peut voir dans le reste du compte, du côté de droite, que tout est bien rapporté. Là, je vais le remettre ici. Donc, si vous allez voir à droite ici, là, généralement, les soldes et les montants ne sont plus disponibles. Donc, c'est comme ça qu'on sait là, que le dossier est correctement rapporté. Donc, comment changer l'état d'une faillite sur un dossier de crédit? Eh bien, on peut faire ce qu'on appelle une demande de rectification. Ça, c'est en vertu de la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé. Donc, c'est avec recours. Donc, cette procédure-là, ça fait partie de notre cours sur la correction des dossiers de crédit. Pourquoi qu'on l'enseigne? Parce que c'est justement une procédure légale qui
que le courtier ne peut pas faire comme tel. Il peut accompagner le client à le faire ou, par l'entremise d'un avocat, offrir le service, mais le courtier ne peut pas le faire directement lui-même. Donc, c'est pour ça qu'il y a une formation qu'on doit obtenir là, pour savoir bien le maîtriser. Ensuite, il y a le formulaire d'Equifax pour courtier hypothécaire. Donc, avec le formulaire que vous pouvez demander à votre administrateur de compte Equifax auprès de votre agence, eh bien, vous pouvez apporter les correctifs sur les dossiers de faillite. Donc, si vous avez un client qui a fait une faillite dans le passé, vous êtes en train de le financer avec Home Trust, là, vous voyez qu'il y a deux comptes qui ont des erreurs dedans, eh bien, avec votre formulaire, vous pouvez demander, parce que ce sont des mises à jour, vous pouvez demander à ce que les correctifs soient apportés. Et là, vous allez voir un changement dans le pointage du client. Donc, sachez que le formulaire de correction qui vous est offert là, par Equifax en tant que courtier hypothécaire ne vous permet pas de faire de la contestation et c'est seulement, il peut seulement être utilisé dans le contexte où vous êtes amené à conclure un prêt hypothécaire. Vous ne pouvez pas vous partir une compagnie, de vous afficher comme faisant de la correction de crédit pour quelqu'un qui veut s'acheter une voiture puis corriger son dossier avec votre formulaire. Certes, ça va vous coûter 17-18 de frais par correction, mais si vous faites prendre, vous risquez de perdre votre accréditation auprès d'Equifax. Et ensuite, bien, l'autre façon de le faire, c'est via le formulaire de mise à jour fourni par les agents d'évaluation de crédit. C'est un formulaire gratuit. Évidemment, c'est du sans recours, c'est-à-dire que si l'Institut Equifax et TransUnion répondent, ben nous, on a fait enquête, on a décidé que ça allait rester là 6 ans, ben il n'y a rien que vous pouvez faire. Parce que Equifax se font et TransUnion se font juge et partie à la fois. Donc, même si vous contestez auprès d'eux, vous n'obtiendrez pas de résultat. C'est là, à ce moment-là, qu'il faut passer à un niveau supérieur, qui est la demande de rectification. Maintenant, conseil important auprès des agents d'évaluation de crédit, eh bien, dans le cas où on veut faire une demande de rectification en vertu de la loi, bien, il faut également fournir le formulaire 79 dans tous les cas. Le formulaire 79 qui est la liste des créanciers, faire la demande de rectification en vertu de l'article 28 ou 30 de la loi sur la protection des renseignements personnels, fournir 2 pièces d'identité et une preuve d'adresse. Donc, faire ce type de correction-là, c'est très simple à faire puisque avec la Commission d'accès à l'information, il y a une pratique qui a été adoptée avec Equifax et TransUnion, où tout ce qu'on a à faire, c'est d'envoyer une lettre à un, une lettre à l'autre, et les correctifs vont se faire sur le dossier de crédit. Sinon, le client doit s'adresser par lui-même à chacun de ses créanciers pour demander de mettre à jour le ruban et de faire apparaître les bonnes informations sur le dossier de crédit. Maintenant, la période de conservation de données. Donc, combien de temps que ça va rester sur le dossier de crédit? Eh bien, une première faillite, généralement, ça va rester 6 ans. Deuxième faillite, ça va rester 14 ans sur le dossier de crédit. Dans le cas d'Equifax et dans le cas de TransUnion, bien, c'est 1 an de plus que la faillite va rester. Et dans le cas de TransUnion, en fait, dans le cas d'une deuxième faillite, eh bien, ça va être 14 ans du côté de TransUnion. Maintenant, intervention supplémentaire bien importante, c'est qu'au moment où la faillite va être purgée du système, donc 6 ans plus tard, il y a 2 choses à faire. La première, c'est de ressortir le dossier de crédit, s'assurer que la faillite est bien disparue du dossier de crédit parce qu'il arrive des situations où la faillite ne disparaît pas. Et deuxième chose, s'assurer que tous les créanciers qui étaient inclus dans la faillite disparaissent également, qu'ils soient supprimés du dossier de crédit. Il arrive que certains fournisseurs de crédit ne changeront pas la dernière date d'activité enregistrée au compte, donc ils vont la mettre postérieure à la date la date de la faillite. Et ça va faire en sorte que la faillite va disparaître du dossier de crédit, mais la cote 9 va rester là encore 2 ans de plus. Donc, pour éviter ça, bien important, on s'assure, lorsque le 6 ans est fini, de s'assurer qu'il n'y a plus rien qui apparaît sur le dossier de crédit. Maintenant, au niveau de l'impact sur le pointage, eh bien, dans le cas de la réhabilitation, évidemment, ici, on vous donne des éléments importants, mais les importants qu'on veut les informations qu'on veut vous transmettre, eh bien, il y en a beaucoup. Et ça, vous allez le voir dans le cours sur la correction de crédit, là, à savoir les créanciers qu'il faut aller chercher, les limites et tout ça. C'est variable d'une fois à l'autre. Donc, c'est important
de vous transmettre cette information-là. Et ici, ce qu'il faut savoir, c'est que les créanciers qu'on va choisir ont une importance capitale sur le pointage de crédit qui va s'en suivre par la suite. Il faut savoir aussi que les algorithmes, la façon qu'ils fonctionnent, et là, je vous parle ici de tests qu'on a fait sur Simulator pendant plusieurs années. Ce qu'on a dénoté, c'est lorsqu'un client, par exemple, commence un nouveau crédit, hein, c'est une première charge au crédit, bien l'algorithme, lui, il part de son calcul à partir de 6,80. Donc, par exemple, une carte de crédit va donner 35 points. Eh bien, l'algorithme va calculer 6,80 plus 35, donc le client va démarrer là, avec un 715 points. Donc, il commence avec ça. Et là, plus que la carte va prendre de l'expérience, eh bien, plus son pointage va monter. Dans le cas d'un client qui a connu des dérogatoires, eh bien, l'algorithme abaisse son calcul à partir de 600. Donc, pardon. Donc, quelqu'un qui se rétablit, donc qui a corrigé toutes ses erreurs sur son dossier de crédit, qui avait fait faillite ou proposition, et qui va chercher une carte de crédit, dès qu'il va l'obtenir, ben, l'algorithme va faire en sorte qu'il va partir à 635. Et là, au fur et à mesure du temps et de l'expérience de crédit qu'il va gagner, de l'utilisation qu'il fait sur ses cartes, son pointage va monter jusqu'à un certain maximum. Donc, ça vous donne une petite idée là, de combien de points on peut aller chercher par expérience de crédit. Donc, comme exemple, ici, si on prend quelqu'un qui a été libéré de faillite et qui n'a pas gardé de crédit actif durant sa faillite et qui n'a rien, bien, il va avoir un pointage de façon naturelle à 550. Donc, ça va jouer entre 550 et 585. Quelqu'un qui a fait une faillite et qui a bien remboursé et qui a gardé un compte actif bien payé, comme un prêt auto durant sa faillite, eh bien, il va tourner plus autour de 585 et 615. Et quelqu'un qui a fait faillite et qui a obtenu un compte de crédit actif après sa libération, eh bien là, à ce moment-là, il va tourner plus autour de 630. Et sachez que on entend par du crédit rétabli, du nouveau crédit obtenu après la libération, pas des affaires acquis pendant, là. C'est vraiment, ou avant, c'est vraiment du nouveau crédit obtenu suite à la libération. C'est ça du crédit rétabli. Un débiteur failli ayant remboursé intégralement sa propos ou sa faillite, eh bien, a obtenu un instrument de crédit après sa libération, puis qui en a gardé un avant, ben, il va tourner autour de 615-640. Quelqu'un qui a fait faillite, qui a été libéré, qui a deux comptes de crédit actifs bien remboursés depuis 24 mois, va tourner plus autour de 670. Et quelqu'un qui a au moins 36 mois d'historique de crédit va tourner plus autour de 6,99, toujours en ayant au moins deux comptes de crédit actifs. Donc, vous voyez, là, c'est les dossiers de faillite et de proposition, ceux-là, ça a toujours été mes préférés. Vous savez que durant ma carrière, j'ai corrigé plus de 10 000 dossiers de crédit. Maintenant, je n'offre plus ce service-là. En fait, je l'enseigne maintenant à titre de dispensateur de formation, auprès de l'Autorité des marchés financiers en courtage hypothécaire. Donc, si vous voulez offrir le service de correction, ben oui, c'est quelque chose qui est faisable. On va vous expliquer comment. Vous avez juste à me consulter, ça me fera plaisir de vous assister. Maintenant, on va continuer ici. Donc, vous avez les adresses d'Equifax et TransUnion. À noter qu'Equifax a une nouvelle adresse. C'est plus sur Jean Talon à Montréal. Alors, c'est les adresses où il faut faire parvenir les demandes de correction et les certificats de libération. Les informations qui vous restent à acquérir maintenant avec ce qu'on vous a donné aujourd'hui et que vous allez acquérir dans la formation sur la correction de crédit si vous décidez de la suivre avec nous, eh bien, les instruments de crédit qui favorisent ou qui défavorisent les algorithmes de pointage, les créanciers qui favorisent ou défavorisent les algorithmes, les limites suggérées, les stratégies de progression de pointage, les conditions des fournisseurs de crédit et les comportements à adopter. Donc, ça, c'est les éléments qui vont permettre de bien accompagner le client à pouvoir se rétablir. Maintenant, en conclusion, et là, on va arriver bientôt à la période de questions.
Pour aller plus loin, s'il y en a d'entre vous qui désirent en savoir plus, bien, on offre du coaching. Donc, si par exemple, vous n'avez jamais suivi le cours sur la correction de crédit, vous avez besoin de conseils pour un dossier de crédit compliqué d'un client, vous pouvez m'appeler, c'est 100 de frais. Si vous avez suivi le cours avec nous, à ce moment-là, c'est 50 pour le coaching et je vais vous donner toutes les directives, comment faire pour le corriger, quelle lettre à utiliser, quelle information. Vous pouvez apprendre à corriger le dossier de crédit par vous-même, soit en tant que consommateur ou en tant que courtier hypothécaire. Donc, à ce moment-là, vous pouvez suivre la formation qui donne 12 UFC, dont 7 UFC comme dirigeant responsable. Alors, cette formation-là vous permet d'offrir à votre client un accompagnement pour rétablir son crédit. Ça ne rentre pas en- en problématique avec l'autorité des marchés financiers puisque vous avez une obligation de moyens et non de résultats dans ça. Donc, c'est pas en conflit avec votre pratique. Donc, on vous apprend comment le faire. Et si vous désirez partir une entreprise de correction de crédit, eh bien, je peux vous accompagner à le faire. Donc, vous voyez ici, là, donc, formation d'entreprise. On peut faire ça avec vous. Maintenant, on arrive à la formation sur la correction des dossiers de crédit. Je vous donne un petit aperçu de ce que vous allez voir dans cette formation-là. Cette formation-là est accréditée par le programme de formation continue de l'Autorité des marchés financiers en courtage hypothécaire. Alors, les sujets abordés dans cette formation-là qui se donnent sur 3 avant-midi, ça peut être réécouté si vous n'êtes pas, parce que c'est enregistré. Donc, vous allez pouvoir la réécouter pendant 1 an, mais vous êtes obligé d'y participer, vous devez être présent. Par contre, si vous n'êtes pas courtier hypothécaire, vous pouvez écouter l'enregistrement en différé. Alors, les sujets abordés, eh bien, on va voir l'historique du dossier de crédit, comment ça a commencé, pourquoi, l'encadrement de la loi, donc tous les lois qui s'appliquent en lien avec le dossier de crédit, les normes de réhabilitation de l'industrie, pardon, comment, pardon, j'ai un méchant rhume, je ne vous l'ai pas dit, mais j'en arrache depuis quelques jours. Donc, évaluation et diagnostic du dossier de crédit. On va aller voir comment cibler les erreurs, comment émettre un diagnostic, les interventions à déterminer. Donc, est-ce que c'est une correction, c'est une mise à jour ou une contestation? La recherche d'informations dans les bases de données, donc où aller chercher les quittances. Donc, il y a beaucoup d'informations qui sont délivrées et les incidences sur les pointages par type de délinquance. On va voir ça dans le module 1. Dans le module 2, on va voir la mise à jour avec recours en vertu de la loi sur la protection des renseignements personnels. On va voir comment également se partir un département de règlement de dette, donc à titre de commerçant, le règlement de dette, comment c'est légiféré. On va aller couvrir davantage l'insolvabilité. On va voir les processus de rétrocession de biens, la contestation d'informations, la réhabilitation du pointage et la nouvelle loi sur les agents d'évaluation de crédit. Et la dernière formation, donc le module 3 qui m'ont préféré, donc la fraude à l'identité, l'entrevue avec la victime, l'identification du stratagème, les étapes de la correction, la déclaration solennelle de vol d'identité, les couvertures offertes par les assureurs. Les clients l'ignorent, mais il y a plein de choses que les assureurs vont couvrir, notamment vos frais, si vous assistez le client dans ça. Et cette formation-là, ce qui est merveilleux, là, c'est comme une recette de gâteau. Pour n'importe quelle situation de fraude ou d'usurpation d'identité, eh bien, vous avez la recette, vous suivez le PowerPoint, là, comme une recette de gâteau. Ça vous donne toutes les étapes à faire lorsqu'une victime euh, son dossier de crédit a été malheureusement affecté. Et ici, on parle là, d'un délai extrêmement rapide pour ramener le dossier de crédit tel qu'il était avant le méfait. Maintenant, on a une page Facebook qui est seulement pour les personnes qui ont suivi le cours. Et bien, dans cette page-là, on échange des informations sur tout ce qui est à jour, là. Donc, c'est le groupe d'entraide sur la correction des dossiers de crédit. Cherchez-les pas, c'est seulement sur invitation que vous pouvez y aller. Alors, c'est en ayant suivi le cours. Donc, vous avez beaucoup d'informations qui sont partagées là. Pour ceux qui sont intéressés de suivre le cours, eh bien, on a une promotion du printemps pour le prochain cours qui aura lieu le 6, 7 et 9 mai en avant-midi.
25 places disponibles seulement. On offre un plan de versement sur 12 mois si vous n'avez pas l'argent pour l'acheter au complet. En ce moment, le cours est à 1895. On offre un rabais de 800 dollars. Alors, pour 1095, vous avez un cours de 12 heures, 12 UFC pour apprendre à corriger les dossiers de crédit. Donc, le prochain mercredi, là, ça va être un sujet vraiment intéressant, les locataires et le dossier de crédit. Donc, on va parler de comment regarder le dossier de crédit, comment prendre les décisions. On va regarder aussi c'est quoi les recours lorsqu'on a un locataire qui ne paye pas. Comment qu'on fait pour apporter l'information sur son dossier de crédit ou lorsqu'on est propriétaire, comment est-ce qu'on fait pour apporter les informations de nos locataires sur les dossiers de crédit pour qu'ils puissent payer à jour. Donc, vous allez voir tous les secrets liés à ça. C'est une première à ne pas manquer, donc le 8 mai prochain. Alors, on arrive à la période de questions. Alors, Claudia est avec moi aujourd'hui. Donc, Claudia, est-ce qu'il y avait des questions en cours de route que tu as vues? Sinon, s'il y a des gens qui ont des questions, je vous invite à lever la main ou tout simplement à les écrire dans le chat et ça va me faire plaisir d'y répondre.